Bonjour à tous, bienvenue dans les mercredis Startup. Nous vous proposons ce contenu en vidéo et en balado grâce au soutien de notre partenaire Cisco et grâce à InfoBref qui offre l'essentiel des nouvelles en 10 minutes par jour sous la forme de 2 infolettes quotidiennes. Donc on vous invite à vous abonner à infobref.com. Donc ce mois-ci, on présente l'édition en partenariat avec le groupe 3737 et on parle d'entrepreneuriat et d'immigration. C'est un sujet qui touche une bonne partie de la population montréalaise. Nous sommes nombreux à avoir choisi Montréal, le Québec, le Canada comme cadre de vie. Et on s'intéresse aujourd'hui à la manière dont cela a un impact sur le parcours entrepreneurial. Le groupe 3737 est une OBNL qui accompagne et aide au développement économique des projets d'individus qui proviennent de l'immigration et de la diversité. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Louis-Edgar Jean-François, PDG du groupe 3737. Bonjour Edgar. Bonjour Khadija, un plaisir d'être là avec vous. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur pourquoi on a choisi ce sujet et puis on a décidé de faire cette édition ensemble? Ben, je pense que c'est important. Puis merci, là, dans le fond, de pouvoir donner l'opportunité justement de parler de ce sujet-là. Lorsqu'on parle d'immigration, on parle bien sûr de diversité et inclusion. Le mot qui me vient en tête, les 2 mots qui me viennent en tête, c'est souvent le mot richesse culturelle. Ce qu'on pense, c'est que au niveau de l'optimisation de la richesse culturelle que les gens issus de la diversité et principalement ceux de la diversité ethnoculturelle apportent, on pense que c'est pas assez maximisé, c'est pas assez optimisé, si on veut, dans toutes les sphères. Et là, on parle de la sphère entrepreneuriale, mais de la sphère de l'emploi, dans la sphère communautaire. Donc, je pense qu'il y a un élément qui est important là. Et notre idée au groupe 3737, c'est vraiment de voir mais comment qu'on peut travailler justement à offrir un accompagnement adapté pour arriver à optimiser cette richesse culturelle. Dans nos méthodologies, on met toujours l'individu de l'avant avant de travailler sur le projet. Donc, en mettant l'individu de l'avant, on parle de ces éléments qui lui sont plus personnels, mais lorsqu'on parle d'éléments personnels, on parle de ses origines. Donc, c'est important de donner un coaching adapté qui considère l'origine de l'individu, encore une fois, dans un souci d'optimiser si on veut, cette richesse culturelle-là et d'optimiser, d'une certaine façon, sa contribution à l'économie québécoise et l'économie canadienne. Donc, c'est un peu notre façon de travailler. Effectivement, et c'est vrai qu'on parle beaucoup de diversité, d'inclusion comme des concepts aussi à mettre en place dans les organisations pour les rendre plus inclusifs. Mais là, ce que je trouve intéressant dans votre mandat et puis dans aussi notre objectif de cette édition, c'était de parler justement des individus et de parler du côté humain derrière ce qu'on a envie d'atteindre quand on parle d'inclusion, de diversité. Et donc, c'est la richesse culturelle, comme tu disais, et puis des témoignages de personnes réelles qui sont derrière ces concepts. Donc justement, on est heureux aussi d'entendre, d'avoir avec nous 2 entrepreneurs qui sont issus de l'immigration et qui se sont non seulement lancés en affaires, mais en plus qui ont créé des produits qui sont innovants, tous 2 dans l'alimentation. Donc bonjour Myriam, bonjour Sonel. Bonjour. Merci Bonjour. merci d'être avec nous. Je vais vous présenter rapidement. Myriam est cofondatrice de LS Cream, inspirée d'une boisson traditionnelle d'Haïti qui s'appelle Créma ou Crémas, je ne suis pas... Créma. Crémas, très bien. Donc, c'est un des rares produits alcoolisés qui a été lancé par des entrepreneurs issus de l'immigration sur le marché aujourd'hui. Et Sonel, qui est cofondateur des Aliments Mergex, une entreprise familiale qui propose une gamme de produits à base de tempeh. Donc, Myriam, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es devenue entrepreneur? Oui, c'est un parcours qui n'était pas nécessairement dans mon idée. Je suis pas entrepreneur dans l'âme, mais pas du tout. Je suis quelqu'un qui est très carré et qui aime savoir combien d'argent qui rentre, combien d'argent qui sort, à quel moment et tout. Donc, en fait, mon mari, Steven Charles, a parti cette entreprise-là il y a quelques années. J'ai toujours été là pour le supporter. Puis même dans l'entreprise, j'ai travaillé, je travaillais de 9 à 5 puis, durant tout le développement de l'entreprise. Par contre, après le travail ou peu importe, j'étais tout le temps là pour l'épauler puis faire qu'est-ce qu'on avait besoin de faire pour faire avancer l'entreprise.
Puis, éventuellement, j'ai eu le choix. Je travaillais pour le Cirque du Soleil, puis j'avais un très beau poste là-bas, très heureuse dans mes fonctions. Mais en même temps, je me suis dit, est-ce que je reste dans le monde corporatif ou est-ce que je tente ma chance puis je me lance avec Steven, qui essayait depuis plusieurs années de me ramener. J'ai pas mal d'habiletés en vente, en développement des affaires, puis c'était là-dedans que je travaillais justement pour le cirque. Donc, lui, à chaque fois, me disait, Myriam, comme la journée où est-ce que tu vas décider de te commettre à LS, je suis sûre que ça va vraiment faire avancer les choses. Donc, je me suis dit, écoutez, tant qu'à travailler pour quelqu'un d'autre, tant qu'à mettre mes habiletés au profit, justement, d'une autre entreprise que j'aimais beaucoup, par contre, je me suis dit, ben OK, je me lance avec Steve, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Je lui ai dit, je te donne 6 mois. Si dans 6 mois, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change ou quoi que ce soit, je vais peut-être refaire le saut vers le monde corporatif. Puis maintenant que j'ai les 2 pieds là-dedans, je ne me vois même plus faire marche arrière puis retourner. Je pense que c'est l'entrepreneuriat, c'est pas nécessairement quelque chose qui est inné, mais je pense que c'est quelque chose qui s'apprend très bien. Puis une fois que justement qu'on y a goûté, je pense qu'on ne veut plus nécessairement faire marche arrière. Alors, le test des 6 mois est passé. Il est passé, oui. Oui, j'imagine. Ouais. J'imagine. Et toi, Sonel, est-ce que cette entrée dans l'entrepreneuriat a suivi un mouvement similaire? Différemment de Myriam, moi, j'étais un passionné de tout ce qui est entrepreneuriat depuis aussi longtemps que je puisse me rappeler. Après mes études, j'ai été aux États-Unis pour étudier la gestion industrielle et pendant que j'étudiais, je planifiais aussi une autre entreprise que j'allais faire, une entreprise de plomberie d'électricité en Haïti, quelque chose qui n'existait pas à l'époque. De là, j'ai passé 5 ans en Haïti après mes études et puis on s'est dit avec madame et j'avais un petit bonhomme à l'époque de 2-3 ans, on s'est dit ce serait mieux d'immigrer ici. Et arrivé ici aussi, j'étais assez impliqué dans l'entrepreneuriat, mais je faisais des choses qui avaient rapport en Haïti. On avait mis en place le premier data center qui faisait des choses de medical billing. C'est tout un business là. On avait des jeunes en Haïti qui travaillaient pour des entreprises américaines, surtout des cliniques de dentistes et tout. Ça a pris une bonne partie de mon temps pendant que j'étudiais au HEC à mon arrivée ici. Et après, je me suis dit, ça prenait quelque chose de spécial ici. Mais je cherchais qu'est-ce qu'on devait faire. On travaillait sur un projet de Jasmine et moi, parce que Jasmine aime tellement servir, nourrir le monde, etc. On travaillait sur un projet de service traiteur. On allait faire un service traiteur santé, parce que le volet santé nous intéresse beaucoup. Ça fait un bon bout qu'on a pris cette piqûre. Et on cherchait quelque chose à faire. Et en même temps, notre garçon, lui, notre deuxième garçon, lui, il a dit, bon, il ne veut plus manger de viande. Et puis, là, on cherchait d'autres alternatives, d'autres choses. On connaissait le tofu, mais le tofu, chaque jour, ce n'est pas si intéressant que ça. Et un ami qui fait du kombucha, pour ne pas le mentionner, il nous a dit, mais essayez le tempeh. Et nous, vu qu'on cherchait quelque chose à faire, soit service traiteur ou quelque chose qui avait rapport avec l'alimentaire, et quand j'ai regardé le tempeh, j'ai dit, OK, j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs sur le terrain. J'ai vu aussi que c'est une excellente source de protéines végétales, mais il y avait un frein. Le frein, c'est que la famille n'aimait pas. Quand on a goûté le tempeh la première fois, tout le monde a pouf, ça ne passait pas. Et Jasmine dit, mais on doit pouvoir faire quelque chose avec. Et vu qu'elle a 10 doigts et demi, elle a essayé plein de choses. Et là, elle a trouvé un mélange d'épices ou quelque chose qu'elle a fait de la table de la cuisine qui a donné un goût. Et on l'a mangé, on a aimé. Deux n'aiment pas du tout. On l'a apprivoisé un peu, on l'a aimé. Et puis, on s'est dit, pourquoi ne pas partager cette source de protéines végétales qu'on vient de découvrir avec ce Québec qui nous a accueillis, les bras ouverts. So, c'est ce qui nous a lancé dans le tempeh. On ne savait rien du tempeh. Et il n'y a pas, c'est comme le premier choc pour nous, c'était notre entourage, là,
je veux rien savoir du tempeh, ceci jusqu'à presque maintenant. Il commence à goûter un peu, mais c'est comme tout ce qu'on connaît, tous nos référents là, ils n'ont rien à voir avec le tempeh. Et on devait comme nous entourer d'une part pour développer la stratégie de marque, etc., ainsi de suite, et aussi trouver le support pour avancer dans ce processus-là, vu que l'entourage immédiat n'était vraiment pas là-dedans. So, on a trouvé notre voie, on a trouvé quelque chose qui n'a pas été facile au début, mais dès qu'on est bien entouré avec le groupe 3737 et bien d'autres partenaires qu'on a eu en cours de route, on est dans quelque chose là qu'on aime passionnément et qu'on voit un avenir certain. Parce que nous, on a pris la stratégie d'innover et on a dit, l'expérience qu'on a fait au début en achetant le tempeh blanc qu'on avait trouvé sur le marché, on va simplifier ça pour les clients, les consommateurs en quelque sorte. On va offrir quelque chose déjà mariné, pré-cuit, beaucoup plus facile. Et on a offert les cubes de tempeh. On a dit, OK, les burgers, on connaît. Tout le monde sait c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait avec un burger. On va dans cette voie-là. On a innové à avoir le premier burger de tempeh d'Amérique du Nord. On l'a nommé Temp Burger, qui est une marque de commerce. Et aussi, on s'est dit, bon, là, le burger, c'est vrai, c'est pour un certain temps, etc. Qu'est-ce qui rentre dans tout? Et on a découvert que le haché, la viande hachée ou quelque chose, c'est dans tout. So, on est dans cette voie-là. Et aujourd'hui, on est fiers de dire que Tempeh In, c'est la marque de produits de tempeh qui a la plus large gamme de produits en Amérique du Nord actuellement. Personne n'a autant de produits, autant de SKU que nous en termes de tempeh. Et pour nous, c'est une fierté. Effectivement, c'est une belle histoire. Et puis, comme vous disiez, c'était pas spontanément un produit qui allait avec votre expérience d'avant, avec vos origines. Mais vous avez quand même réussi à lancer tous les deux, en fait, des produits qui sont de l'industrie alimentaire. Justement, avec aussi quand même un attachement ou bien un aspect lié à vos origines, surtout pour toi, Myriam. Quels sont les enjeux que vous avez rencontrés pour les lancer ici au Québec? Alors, peut-être Myriam, si tu veux prendre la parole. Ben oui, en fait, LS Cream, je veux dire, pour ceux qui ne la connaissent pas, j'ai la bouteille ici. Ben, en fait, les deux bouteilles, parce qu'on a changé le logo récemment. Ah oui. Oui, exactement. Donc, bientôt, sur les tablettes de la FAQ, on aura le nouveau logo. Pour nous, c'était vraiment important. Comment? Lequel, le nouveau logo entre les deux? Oui, en fait, ça, c'est le nouveau logo. Puis, si on peut bien voir, on a mis le drapeau, l'effigie du drapeau haïtien parce que c'était très important pour nous de justement montrer d'où on venait, d'où est-ce que le produit provient. Sans nos origines, sans notre culture haïtienne, il n'y aurait pas eu de crémasse parce qu'effectivement, LS Cream est inspiré de cette recette emblématique haïtienne que justement on appelle le crémasse. Donc, nous, on a pris le goût du crémasse et on l'a transformé en une crème de liqueur telles que Baileys, Amarula, Rum Chata, toutes les crèmes de liqueur qu'on retrouve sur les tablettes de la SAQ. Sauf que pour LS, ben, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il y a les notes sont très distinctives. Donc, la muscade, la noix de coco, la cannelle, ce ne sont pas nécessairement des ingrédients qu'on retrouve dans les crèmes de liqueur qu'on connaît. En plus de l'histoire et l'origine du produit, ça ferait vraiment qu'on est capable de se différencier sur les tablettes. Donc, en gros, en fait, c'est sûr, comme tout entrepreneur, on a eu beaucoup de barrières à l'entrée. De un, parce que l'industrie dans laquelle on est, qui est le monde de l'alcool, est une industrie qui est excessivement réglementée. On le sait qu'ici, au Québec, la FAQ, il n'y a qu'une seule entité, donc on n'a pas le choix de passer à travers eux pour avoir notre produit pour les tablettes. Donc ça a été déjà là très compliqué, je vous dirais, puis rempli d'obstacles pour pouvoir parvenir là, parce qu'on ne pouvait pas nécessairement avoir un produit qui était fait à la maison, qu'on commercialisait comme ça. Il fallait vraiment passer par les étapes de manufacture, de production et tout ça qui étaient bien régies. Puis il y a des systèmes de contrôle aussi qui sont très, très, très exhaustifs qu'il fallait qu'on passe à travers. Ce qu'on a fait. Puis une fois qu'on était sur les tablettes de la FAQ,
c'est sûr que, bon, il y a eu tout ce qui s'appelle d'abord, en fait, le financement. Je veux dire, on était quand même, ça fait environ 5, 6, 7 ans qu'on travaille là-dessus. Puis, à cette époque-là, Steven et moi, on était nullement du côté du domaine de l'alcool. On n'y connaissait absolument rien. Donc, déjà là, je pense que ça, oui, ça a été une barrière. Il a fallu vraiment qu'on travaille à essayer de comprendre l'industrie, à essayer de savoir comment est-ce que ça fonctionnait pour pouvoir avoir un produit qui était commercialisable puis pour pouvoir fonctionner. Donc, de un, comme petit entrepreneur, je pense que le financement a été quelque chose d'assez difficile à avoir. On ne sait pas nécessairement tout le temps en tant que jeune entrepreneur vers qui se tourner. Dans ce temps-là, le 37-37 n'existait pas nécessairement. Mais c'est ça, il y a eu certaines choses qu'à avoir su ou à refaire ou à suggérer aux autres entrepreneurs qui nous suivent, parce que c'est ça le but aussi. C'est oui, nous, on a passé à travers des barrières, mais le but, c'est aussi d'aider ceux qui sont derrière nous à pas nécessairement faire les mêmes choses que nous, on a fait par rapport au financement. Il y a eu beaucoup d'injections personnelles qui ont été mises alors qu'on n'était pas au courant nécessairement qu'il y avait un écosystème qui aurait pu nous aider à franchir ces barrières-là. Puis je veux dire, tu sais, on l'a fait, puis ça fait partie de notre histoire. On ne serait pas là sans ces choses, ces erreurs qu'on a commises ou quoi que ce soit. Mais en même temps, tu sais, j'appelle pas ça nécessairement une erreur parce que ça nous a amené où est-ce qu'on est. Mais certainement que le financement, ça a été une barrière à l'entrée qui a été assez compliquée. Puis que moi, je prends vraiment la peine quand je parle à d'autres entrepreneurs ou des plus jeunes entrepreneurs à leur expliquer que oui, c'est bien d'avoir comme tes finances personnelles puis d'avoir tes économies, mais c'est pas nécessairement de piger là-dedans pour partir ton entreprise. Il y a d'autres façons. Donc, je dirais vraiment numéro 1, comme ça mentionnel, ça a été peut-être l'accès au financement qui a été plutôt compliqué. Est-ce que, si je peux me permettre peut-être de te poser une question, Myriam, puis peut-être Sonel pourra rebondir au niveau justement de l'accès au financement. C'est sûr, bon, je comprends, initialement, ça a été plus difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des opportunités de financement qui se sont présentées? Est-ce qu'il y a certains des débouchés au niveau du support d'un point de vue financier pour LS Cream? Mais c'est sûr que dans les derniers mois, puis ça a peut-être rapport avec mon entrée dans l'entreprise, mais je veux juste dire que c'est sûr qu'on a eu du côté financier un gros coup de pouce parce qu'on a accueilli des investisseurs dans l'entreprise du côté américain. Donc, c'est un petit peu moins surprenant du côté américain que ça a été beaucoup plus facile, mais si je reviens au Québec, c'est oui, on a eu certaines bourses récemment avec tout ce qui s'est passé dans les 2 dernières années. Il y a eu beaucoup de programmes pour justement aider les entrepreneurs ici de la diversité à avoir accès plus facilement à du financement. Les entreprises sont plus ouvertes aussi à ça. Mais pour moi, ce qui est important aussi, c'est de garder toutes ces entreprises-là, comme on dit, accountable pour tout ce qu'ils ont promis et tout ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire justement pour aider la diversité. Mais oui, il y a eu des débouchés par rapport à ça. Puis je pense que tout ce qui s'est passé dernièrement a aidé à mettre la lumière sur les entrepreneurs de nos communautés. Et j'ai posé ces questions-là, dans le fond, c'était vraiment pour sensibiliser au fait que souvent, quand il y a des enjeux d'accès à du financement, d'accès à des capitaux, c'est important de créer des sources de financement spécifiques. Donc, comme Myriam l'a mentionné, la source de financement spécifique, c'est une source de financement, la diversité. Il y a une source de financement qui est axé financement aux communautés noires. Malheureusement, pour des raisons X, les entrepreneurs issus de la diversité, les communautés noires, bien qu'ils ont techniquement accès à certaines de ces offres-là. Malheureusement, ils se retrouvent à se noyer à l'intérieur de ces différentes opportunités, ce qui fait en sorte que on vit dans une ère tech beaucoup. Donc, il y a beaucoup de financements qui sont beaucoup axés. Mais écoute, nous autres, on a le réflexe, on croit en cette entreprise-là parce qu'elle est tech. Non, il n'y a pas seulement du tech. Il y a des super projets comme le projet de LS Cream, comme le projet de Tempeh-In, qui ont un fort potentiel de croissance, puis souvent, cet élément-là, dans le fond, crée un certain frein. Donc voilà. Donc, merci, Myriam, pour cette question. Je ne sais pas si toi, Sonel, de ton côté, au niveau du financement, comment que ça s'est passé? Est-ce que tu as vécu un peu la même expérience que Myriam? Je peux dire que
ça a été pour nous au début, on peut dire, comment je peux dire ça? Je vais le dire le plus simplement possible. Quand tu arrives là, tu as un projet et tu n'es pas si sûr à 100% de ce que ça peut représenter. Tu n'as pas de collatéral comme immigrant, tu n'as pas grand-chose, tu as une méconnaissance en quelque sorte de l'écosystème. Et ça crée une méfiance au niveau des institutions. Et c'est ce qu'on a ressenti quand on a commencé à chercher du financement. On a été béni d'avoir la MAPAC au début à travers AgriConseil. On a eu une subvention qui nous permettait d'avoir la stratégie marketing, le branding, tout ça en place. Ça a été un bon coup au début. Mais quand on a abordé, on était allé vers la BDC. La BDC a regardé. OK, ils nous ont référé vers PME Montréal. Arrivé chez PME Montréal, il y avait quelqu'un, la Mehdi, que je n'oublierai jamais. Il a cru dès le départ, mais c'était très limité par rapport à ce qu'on veut. Des fois, on veut 100, mais ils sont prêts à aller jusqu'à 10 ou 15. Et comme entrepreneur, vous le savez, s'il vous faut 100, vous avez 10, c'est comme vous n'avez rien. Et c'est comme c'est un perpétuel recommencement. Il y avait la méfiance. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'un des partenaires, un partenaire financier, il ne croyait pas trop. Il ne l'a pas dit, mais il écoute. Et il a cru jusqu'à ce qu'il est passé à l'usine pour voir qu'on est là vraiment, que Jasmine est vraiment là, en train de travailler. Ils ont vu les installations, certains équipements qu'on avait au départ, et là, il a cru, OK. Parce que dans sa tête, il y a des gens qui viennent, qui prennent l'argent et qui partent, là, on ne les voit plus jamais. Ça a été très difficile, mais je peux dire comme, moi, j'ai commencé sans un groupe 37-37, mais on s'est croisés en cours de route assez tôt dans le processus. Je peux dire ce que groupe 37-37 a apporté en termes de connaissance de l'écosystème, maîtrise de l'écosystème entrepreneurial, c'est très rassurant. C'est très rassurant. Je l'avais dit récemment, c'est que là, tu sais, s'il y a un problème, un souci quelconque, peu importe l'aspect, il y a des gens qui croient en ton projet, qui croient en toi et qui sont prêts à t'ouvrir des opportunités, des portes, à te connecter avec certaines personnes et à même faire du lobby pour toi, pour l'entreprise, parce qu'eux, ils croient. Et ils ont cette capacité-là, ils ont cet outreach-là en quelque sorte. Et je peux dire, avec tout ce qu'on a comme partenaire, en plus du groupe 3737, le succès, là, c'est assuré en quelque sorte, parce qu'on est épaulé, et on est entouré. Et je pense que l'avenir, c'est radieux quand même. Ouais. Ça m'a fait réfléchir. Tu as dit qu'au début, vous avez eu plus naturellement des sources de financement des États-Unis. Je voulais savoir comment ça se fait que finalement, ça aurait été plus facile d'avoir des financements qui ne sont pas québécois, mais finalement américains. C'est simplement ça a été fait au cours de la dernière année où est-ce qu'on a eu des investisseurs américains. Simplement parce qu'en 2019, on a décidé de se focusser un petit peu plus sur les États-Unis, vu que pour la fac, bon, notre produit était sur les tablettes. C'est quasiment fait, là, une fois que c'est sur les tablettes. Oui, il n'y a pas nécessairement grand-chose qu'on peut faire à part justement du marketing, de la publicité et tout ça. Mais on a vu qu'il y avait une grande opportunité aux États-Unis pour faire connaître notre produit. Donc là, on a juste commencé à essayer d'avoir l'attention de personnes clés qu'on savait qu'elle allait être des partenaires stratégiques pour l'entreprise. Puis, j'ai commencé à parler avec une dame qui s'appelle Fawn Weaver, qui est propriétaire d'une marque d'alcool aux États-Unis, qui est le whisky, qui connaît la plus grande évolution aux États-Unis de l'histoire. Là. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui était bien ancré dans le monde de l'alcool. Puis, ça commençait vraiment par du mentorat. Puis, je lui parlais vraiment pour avoir simplement des conseils. Puis, à un moment donné, je pense que le déclic s'est juste fait. Puis, ça s'est fait plutôt naturellement qu'elle a décidé vraiment de nous prendre sous son aile, puis de devenir une partenaire dans l'entreprise. Puis, pour une raison justement comme on dit tout le temps que America is the land of opportunity. Dans un certain sens, c'est vrai. Par contre, je sais qu'au Québec, on
on peut continuer justement à développer notre produit. On a des plans de aussi ramener la production de LS Cream au Québec pour desservir le marché canadien, puis justement de pénétrer d'autres marchés comme l'Ontario et tout ça dans les prochaines années. Donc, je pense que de plus en plus, on a des choses qui se mettent en place au niveau, encore une fois, écosystème, puis par des groupes comme le groupe 3737 qui aident là-dedans pour faciliter l'accès et le développement des entreprises comme la nôtre. Donc oui, c'est beau les États-Unis, mais en même temps, c'est important pour nous, vu qu'on vient du Québec, on est né ici, tout ça, de aussi avoir un produit qui connaît du succès chez nous. Est-ce que pour l'instant, vous voyez des différences importantes dans le marché ici et le marché là-bas? Ben c'est ça, c'est une question vraiment le monopole au Québec peut nous freiner un petit peu, les barrières à l'entrée, le fait que c'est eux qui choisissent à quel prix ils vendent le produit, à quel prix ils achètent le produit entre nos mains. Aux États-Unis, on fait quasiment 4 fois le profit qu'on fait en vendant une caisse de LSP ici. Donc, des fois, les mathématiques nous font... il faut qu'on fasse de l'argent, on est en business, c'est ça le but d'une entreprise. Donc, de ce côté-là, c'est beaucoup plus facile. Effectivement. Et toi, Sonal, finalement, comment est-ce que vous vous êtes différencié dans le marché qui est quand même de plus en plus développé, des produits véganes et des produits sans viande? Est-ce que vous avez rencontré des barrières justement pour vous développer ici? Je sais que vous êtes maintenant présent dans les grandes épiceries. Qu'est-ce qui vous a aidé à justement conquérir le marché ici? On a capté dès le début la fibre émotionnelle, dans le sens, est-ce que c'est le vrai mot? Mais dans notre stratégie de positionnement, on s'est dit, on va prioriser l'approche santé, dans le sens que on offre un produit sain, sans additifs, sans produits chimiques, avec une liste d'ingrédients très courte, certifié biologique. Mais par-dessus tout, on va faire un clin d'œil à ce Québec qui nous aime, qu'on aime aussi. On va être aliment du Québec. Ça nous coûte beaucoup plus cher de produire aliments du Québec. Il y a tellement de choses à respecter et tout, mais on l'a fait. On l'a fait bien avant la COVID parce qu'on a commencé notre production vers la fin, l'automne 2019. So, on avait déjà cet agrément aliments du Québec. So, quand c'est arrivé la COVID, parce que le défi qu'on avait, c'est rentrer sur ce marché-là. Et nous, la stratégie qu'on avait au départ, c'est de dire, on va passer par le réseau HRI. Le réseau HRI, c'est les hôtels, les restaurants, les institutions. Notre plan au départ, notre plan de match, c'était vraiment de nous imposer sur ce créneau-là. Et une fois qu'on s'impose là, les gens vont goûter dans les restaurants des hôtels, dans les institutions comme les universités et tout. Et là, ça va générer une demande pour les épiceries et ça allait nous faciliter la rentrée dans les épiceries. Ce qui ne devait pas arriver arriva, la COVID est tombée. On devait présenter Tempeh, nos grands publics, dans l'Expo Manger Santé en mars 2020. Et 4 jours avant, le pays est mis sur pause. Et nous, on avait tout ce qu'il y a comme inventaire, tout ce qu'il y a comme produit qu'on allait vendre là-bas, c'était l'enfer. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête tout ici ou est-ce qu'on continue? Mais le pourquoi qu'on fait ça était plus fort. Et on s'est dit, on va continuer. Et on a frappé des portes indistinctement, sans savoir si on a la capacité, si on va pouvoir, si on ne va pas pouvoir le faire. On a cru, on fonce. C'est la petite folie de l'entrepreneur nous a appris et on s'est lancé là, on s'est jeté dans l'eau. Et Métro, le fait qu'on était biologique, le fait qu'on était aliment du Québec, manger local, on était local. Le fait que nos produits sont différents de ce qui existait, il n'y a personne d'autre qui fait des cubes de tempeh marinés pré-cuits ici. Il n'y a personne d'autre qui fait du burger, encore moins qui fait du tempeh haché. So, c'était des points forts pour qu'on rentre là. Mais quand on rentre, il y a tout le volet à faire connaître le produit pour que les gens sachent ça, c'est Tempeh-in, je vais chercher Tempeh-in. Parce que là, je regarde les photos qu'on prend des tablettes. Il y a un océan de produits et pour trouver Tempeh-in, il faut avoir l'intention d'aller acheter Tempeh-in.
So, dans cet océan-là, que peut-être Myriam vit aussi la même situation dans les SAQ, il faut que le monde sache c'est un pays. Et ça prend beaucoup de sous pour faire connaître le produit et tout. Et on est encore dans cette phase-là, mais on travaille chaque jour, on fait un petit peu, un petit peu. Et Tempéi, durant 2022, là, va plus ou moins sortir du lot pour se faire connaître. Maintenant, quand on est rentré chez Métro, quelques mois plus tard, quelqu'un de IGA nous a écrit pour dire pourquoi vous êtes chez Métro et pas chez nous, etc. Et puis, ça a roulé comme ça, ainsi de suite. Et là, on est en train de faire un listing pour Loblaw et Provigo. Ils sont en train de faire des tests, je crois, à partir de la fin de ce mois, dans un Provigo à Kirkland. Si tout marche bien, ils vont le déployer dans les autres, etc. Et parallèlement, on est en train de recommencer à reconquérir le marché HRI en nous imposant là dans Cookit, WeCook de ce monde. On a eu Voilà 5 aussi. On est fournisseur pour la chaîne de restauration vegan Copper Branch. So, on est aujourd'hui dans le HRI, je pense, le plus gros fournisseur de tempeh actuellement. So, ça a été difficile au début, mais c'est un tempeh à la fois, un client à la fois, et on fait tout notre mieux pour vraiment marteler le message. Et le point vendeur dans tout ce qu'on fait, la clé pour ouvrir les barrières qui étaient devant nous, c'était on a un produit de qualité, un produit différencié, et ça a marché. Tu sembles, tu sais, Sonel, pas tu sembles, tu as relevé énormément de défis. Tu sais, Ouais. on parle, si je reviens au groupe 3737, on s'est installé dans un endroit considéré comme atypique. On s'est installé dans le quartier Saint-Michel, qui était considéré il n'y a pas si longtemps comme étant le deuxième quartier le plus pauvre au Canada. Le deuxième quartier le plus pauvre. Par contre, il y en a un qui est encore plus pauvre. Montréal. Montréal-Nord. Donc, Sonel, explique-nous un peu là, pourquoi tu as choisi d'installer ton usine à Montréal-Nord. Je vais dire quelque chose, là. C'est comme l'une des plus grandes fiertés qu'on a. Je réponds par la fin. L'une des plus grandes fiertés qu'on a, c'est de savoir ou de penser que Tempéi, qui est un produit quand même haut de gamme et haut, etc., ça vient de Montréal-Nord. Dans le sens qu'on va parler d'autre chose que de ce qui arrivait souvent. On va parler d'un produit qui est fait et les gens sont un peu amazed, comme on dit en anglais, quand ils sachent que on fait tout de A à Z. On achète la fève de soya, on achète notre vinaigre, tout, on achète tout et on fait tout à l'usine de Montréal-Nord, de notre main, d'équipement, etc., ainsi de suite. Ça, pour nous, ça a été une fierté. Mais Montréal-Nord, je peux dire que les locaux industriels pour faire la manufacture, parce que dans l'alimentaire, c'est tellement réglementé, tout doit être lavable, il y a tellement de choses à respecter, c'est l'enfer pour trouver un local déjà prêt. Et si on trouve un local qui n'est pas prêt, c'est l'investissement pour le mettre à jour, là, c'est tellement énorme. Mais on a été chez BDC et quelqu'un nous a dit, je pense qu'il faut être à Montréal, parce que nous, on était à Laval, c'est là j'habite à Laval, on trouvait quelque chose à Laval, un petit quelque chose qui n'allait même pas faire ce qu'on fait vraiment. Et là, la BDC nous a dit, c'est mieux d'être à Montréal. Et puis, ils nous ont référé à PME Montréal Est de Lille. Et en parlant, regardant, etc., ils ont dit, vous pouvez trouver quelque chose ici. Ils ont cherché, mais personne n'a trouvé. Et bizarrement, j'ai trouvé qu'on a dit usine de viande à louer, etc. Et puis, rapidement, on est venu. Mais la chose, on est venu avec, je suis venu avec Jasmine et Jason, mon plus grand garçon. Et quand je suis arrivé, le monsieur qui était là, il a dit, OK, ça, c'est signe de succès parce que tout ce qui se fait en famille, ça réussit. Mais nous, quand on a regardé le local, on a dit, oh, c'est trop pour nous, on ne peut pas, on ne peut pas. Et quand il a dit le prix, on était, oh, OK. Mais je dois dire que quand on est débarqué ici le 23 janvier 2008, on a habité sur la rue Lacordaire. Et notre usine était comme à 5 minutes de là où on habitait au début. Peut-être c'est le hasard des choses, peut-être c'est quelque chose, je ne sais pas. Mais on voulait être
là, à Montréal-Nord. Si ce n'était pas Montréal-Nord, ça aurait été Saint-Michel, quelque part, parce qu'on pense qu'on peut faire une différence. On pense que l'amalgame qui se fait le plus souvent de Montréal-Nord ou de Saint-Michel, pauvreté, pauvreté, mais on pourrait regarder manque d'opportunités, parce que je connais, il y a tellement de jeunes, il y a tellement de gens de la diversité ou peu importe qui ont tellement de belles idées, tellement de grandes capacités, mais les opportunités manquent. Et c'est ce qui est en train de se faire là maintenant avec Groupe 3737, gouvernement fédéral un peu partout. Il y a un mouvement pour essayer de donner ces opportunités-là à ces gens pour que des talents puissent briller là. Vous allez voir bientôt, il va y avoir beaucoup de talents. C'est très bien dit, Sonel. Il y a énormément de talents. Écoute, Myriam, tu veux rebondir sur ce que Sonel a dit? Non, mais tu sais, moi, je découvre aussi Sonel en même temps. On s'est croisés peut-être virtuellement quelquefois dans des panels comme ça. Sauf que c'est vrai que Sylvie, je pense que pour nous aussi, c'est le fait d'avoir mis l'effigie d'Haïti sur la bouteille, c'était non négociable. Il fallait vraiment qu'on le mette parce qu'on entend tellement souvent, dès qu'on parle d'Haïti, c'est de façon négative. Par contre, il y a tellement de talent, justement, puis c'était notre but, justement, de mettre une lumière positive sur notre culture, sur notre héritage, de montrer que oui, il y a des choses qui peuvent être faites avec excellence et qui peuvent aussi comme briller à travers tout ça. Donc, je rejoins juste Sonel par rapport à ce qu'il mentionnait. Extraordinaire. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de richesse culturelle, mais là, vous êtes deux exemples frappants de mettre de l'avant justement cette richesse culturelle, que ce soit Montréal-Nord, qui en soi, dans le fond, c'est sûr que oui, il y a certains défis. Par contre, dans ces défis, il y a toujours des opportunités. Et je vous félicite, puis bravo Sonel pour avoir choisi Montréal-Nord, quartier défavorisé. Maintenant, ça étant dit, Myriam, tout à l'heure, tu parlais un peu de l'élément de monopole, si on veut, si je peux m'exprimer ainsi, là, qui est exercé par la SAQ en termes de boissons alcoolisées. Donc, pour toi, j'imagine que l'aspect international devient également important. Oui, avoir une présence ici au Québec, mais l'aspect international. Donc, tu l'as mentionné tout à l'heure, vous avez développé beaucoup aux États-Unis, vous êtes dans plusieurs points de vente aux États-Unis. Tout récemment, tu as été au Sénégal dans avec le groupe 3737, donc une mission commerciale. Puis, j'ai pu être témoin de la force de développement de l'équipe de LS Cream. Donc, parle-nous un peu là, de cette nécessité de développer non seulement local, mais également à l'international. Je pense que c'est ce qui fait justement grandir toute entreprise. Donc, oui, c'est bien de se développer de façon locale, mais à un moment donné, il faut regarder les horizons, puis il faut essayer d'aller ailleurs. L'opportunité du Sénégal, en fait, l'Afrique a toujours été dans notre mire. Donc, oui, on savait qu'on voulait commencer par le Québec, se développer aux États-Unis, puis par la suite, regarder le marché africain. Drôlement, c'est un marché qui est sous-exploité. Tout le monde se retourne souvent vers les États-Unis, ensuite l'Europe. Sauf que nous, on savait que le marché africain, malgré que plusieurs pays sont majoritairement musulmans, on savait que il y avait vraiment un fort potentiel là-bas. Ils aiment beaucoup les boissons, surtout celles qui sont sucrées. Donc, on savait que LSQ avait un potentiel. Avec le groupe 3737, honnêtement, je sortais d'une série de voyages comme j'avais vraiment beaucoup voyagé dans le temps où est-ce qu'il fallait que je reparte au Sénégal. Puis là, j'ai dit à Steve, j'ai dit, je sais pas si je vais être capable. J'étais fatiguée. Je devais encore une fois laisser les enfants. J'ai 2 enfants, donc je trouvais ça déjà difficile d'être partie. Puis là, il fallait que je reparte la journée de l'Halloween. En tout cas, ça allait pas. Je suis même rentrée dans le taxi quasiment en pleurs là, pour aller au Sénégal. Puis finalement, ce fut le plus beau voyage de ma vie, honnêtement, un des plus beaux voyages de ma vie. Puis juste la richesse puis l'opportunité, puis je pense que ça revient à saisir les opportunités. Je veux dire, pourquoi cracher justement sur un voyage comme ça, mais quand on sait pas, on s'attend pas nécessairement. Moi, je m'attendais à rien de ce que j'ai vu justement au Sénégal. Donc, avec le groupe 3737, on est parti là-bas. On avait fait des recherches préalablement, moi et mon équipe, pour trouver des producteurs, des distributeurs aussi qui étaient là-bas. On a eu la chance d'être
d'avoir un contact avec avec une entreprise qui est le plus gros distributeur du Sénégal, puis qui dessert aussi d'autres marchés africains. Puis, ça a super bien été là-bas. On est en discussion justement pour faire rentrer le produit au Sénégal éventuellement. Mais tout ça pour dire qu'il faut élargir nos horizons, il faut saisir des opportunités comme ça, que ce soit juste pour si quelque chose arrive au Québec, on sait pas, juste pour la pandémie, par exemple, tout était mis en suspens. Oui, pour l'alcool, les gens continuaient à aller acheter de l'alcool, la SAQ était ouverte, mais de l'autre côté, les règles sont différentes aux États-Unis. On a vraiment pu shifter notre focus. Puis une chance qu'on a eu ce marché-là durant cette période-là, parce que si on n'avait pas eu, là maintenant, on a réussi on est environ dans 12 États américains en magasin, on est dans 37 États disponibles en ligne. C'est des choses qu'on n'aurait pas pu vivre d'une autre façon sans justement ce marché-là. Puis je pense que ça vient justement d'où l'importance de se diversifier, d'être capable justement de rebondir rapidement, puis d'avoir un plan B, C, D jusqu'à Z, je pense, pour les entrepreneurs, parce que ça s'écoule quand même assez rapidement les options. Donc, je pense que le marché, justement, d'avoir d'autres marchés plus d'un marché, c'est quelque chose qui est absolument important. C'est vraiment une belle histoire de se dire que dans ces contextes de pandémie, la diversification, elle est venue de l'internationalisation, justement. Et peut-être que c'est pas tout le monde qui aurait pensé ou qui aurait cru à cette option-là. Et ça demande aussi, je pense, cette richesse et cette ouverture culturelle qu'on partage tous. Donc, bravo en tout cas. Et puis, j'aimerais bien peut-être pour terminer notre conversation que vous nous partagiez quelques conseils que vous pourriez donner à des jeunes issus de l'immigration ou pas qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat avec votre bagage à chacun. Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil? L'un ou l'autre? Je peux commencer ou Myriam? Bien sûr. Non, vas-y, Semaine. Ouais, moi, je dirais il faut investir assez de temps pour trouver le pourquoi qu'on veut faire ce qu'on souhaite faire. Parce que c'est ce pourquoi-là, si c'est assez profond en nous, qui va nous aider à passer à travers toutes les difficultés. Dieu seul sait, des difficultés, il y en aura toujours. Maintenant, moi, je dirais aussi, il faut essayer, quand on trouve son pourquoi, essayer de trouver sa passion, parce que quand on est passionné, quand on aime ce qu'on fait, les difficultés deviennent des petits challenges là, de tous les jours, parce que avec la passion, la détermination qu'on peut avoir, ça aide beaucoup. Et j'aime toujours dire à Jasmine, mais je ne me rappelle pas qu'on parle qu'on est focus sur l'argent. Là, c'est comme des fois, on est en affaires pour faire ça. Il y a comme on fait des affaires pour le plaisir ou pour l'argent. So, nous, on n'est pas dans la phase où on peut faire ça pour le plaisir. Mais quand on est passionné, on est là-dedans, là, on vit les défis là, de tous les jours, on oublie ce qui est l'argent. Là. Des fois, si on ne compte pas ou s'il n'y a pas des choses à payer, on ne se rappelle même pas qu'il y a l'argent impliqué là-dedans parce qu'on est tellement passionné à faire ce qu'on aime faire. So, ce que je pourrais conseiller à un jeune ou un immigrant, peu importe, c'est vraiment de trouver la raison pourquoi on veut faire ça, le why, find your why. Et ensuite, essayer de développer cette passion-là qui va vraiment servir de carburant pour nous amener dans les déserts, dans les montagnes rocailleuses, etc., pour permettre à ce qu'on puisse atteindre le succès par la suite. De mon côté, je pense que je miserais vraiment sur l'encadrement, puis s'entourer des gens, des personnes clés qu'on sait qui s'y connaissent mieux que nous, qui ont des aptitudes que nous, on ne possède pas nécessairement. Edgar a été vraiment comme une clé dans notre développement, puis ça, j'en serai toujours reconnaissante. On dit souvent qu'on a passé à travers plein de personnes, mais quand tu trouves une personne justement qui croit en toi, qui croit en ton projet, qui comprend la vision qu'on a, je pense que ça peut changer vraiment ton parcours complètement. Puis ça, je dis souvent à Edgar que je te remercie pour ça. Puis donc, c'est ça. Donc, je pense que ça, c'est important, c'est essentiel parce que
comme j'ai dit, on n'y connaissait absolument rien à l'industrie de l'alcool. On a pris nos choses, on est allé à Las Vegas, on a participé à des foires, on a serré des mains quand on pouvait le faire. On a pris des informations par rapport aux distributeurs, comment qu'on fait pour mettre un produit qui va faire notre crème. Donc, tout ça, c'est vraiment parce qu'on est allé chercher de l'information, on s'est informé au mieux de nos capacités. Puis, je dis pas d'attendre d'être prêt à 100% parce que tu seras jamais prêt à 100%. Un peu comme quand on commence à parler d'avoir des enfants, tu seras jamais prêt vraiment comme à un point 1000% à être prêt à avoir des enfants ou avoir comme justement une entreprise. Mais à un moment donné, il faut juste que tu aies la base. Puis après ça, moi, j'ai tout le temps saute, puis le filet apparaîtra. Donc, c'est vraiment dans cette lignée-là que je m'en vais, mais vraiment de le faire de façon aussi intelligente. Ce serait mon conseil à tous. Effectivement, on ne peut pas tout prévoir à 100%, mais on peut bien s'entourer pour aller de l'avant. Merci beaucoup à tous les trois pour ces discussions. Je pense que la prochaine édition vous intéressera aussi parce qu'on se retrouve le 13 avril pour une édition qui va parler d'entrepreneuriat et de parentalité. Je pense que vous êtes tous les deux parents et en plus vous avez cofondé vos entreprises en famille. Et c'est un sujet, je pense, qui concerne beaucoup d'entrepreneurs et dont on ne parle pas forcément dans le public. Donc on parlera de ça aussi. En tout cas, merci à vous d'être venus partager vos histoires. Merci Edgar d'avoir organisé cette édition avec nous. Et on se retrouve bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et merci énormément.